Le millionnaire a remarqué des bleus sur le bras de la nounou de sa fille et ce qu'il a découvert l'a bouleversé. Étienne Laurent menait une existence aussi ordonnée qu'une montre suisse. Âgé de 39 ans, il dirigeait avec rigueur une entreprise de conseil financier basée à Lyon, où il résidait dans un vaste appartement au dernier étage d'un immeuble haussmannien du quartier des Brotteaux. Depuis la mort soudaine de son épouse, 3 ans plus tôt, sa vie s'était réduite à une série de gestes millimétrés, de silences domestiques et d'interminables journées passées entre tableaux Excel et appels de clients internationaux. Sa seule respiration sincère venait de Léa, sa fille de 6 ans, qu'il élevait seule avec une tendresse un peu maladroite mais infiniment sincère. Sa rigueur, presque maniaque, s'étendait à chaque recoin de son existence. La cuisine immaculée, les livres alignés par taille et par hauteur, les rendez-vous notés à l'avance sur 3 supports différents. Étienne ne laissait rien au hasard. Mais s'il était excellent homme d'affaires, il s'avérait un père débordé dès qu'il s'agissait de la logistique quotidienne d'une enfant en bas âge. Après une succession désastreuse de nourrices, entre absences inexpliquées et comportements douteux, il s'était résolu à engager une agence spécialisée pour trouver la perle rare. Elle s'appelait Camille Moreau. 34 ans, expérience discrète mais solide, manière douce, regard franc. Elle s'était présentée un matin de mars avec un dossier impeccablement préparé et un sourire réservé qui tranchait avec les démonstrations habituelles de celle venue convaincre. Elle n'avait pas tenté de charmer Léa. Elle avait simplement écouté. Quand Léa s'était réfugiée derrière son père, Camille n'avait pas insisté. Elle avait attendu. 2 jours plus tard, Étienne l'engageait. Dès les premières semaines, il fut frappé par l'étrange harmonie qui semblait s'installer dans l'appartement. Léa, habituellement méfiante, s'attachait à Camille avec une rapidité déconcertante. Elle riait plus souvent, mangeait mieux, dormait sans cauchemar. Étienne observait, intrigué. Camille ne se mettait jamais en avant. Elle agissait. Elle prévoyait les besoins de Léa avec une précision maternelle. Le matin, les vêtements étaient prêts, les petits déjeuners équilibrés. Le soir, les devoirs faits, les histoires lues, les cauchemars tenus à distance. Mais ce n'était pas seulement son efficacité qui le surprenait. C'était cette capacité à ne jamais franchir la limite, à toujours rester à sa place, tout en s'intégrant de manière organique dans leur quotidien. Elle avait sa chambre d'amis, ses horaires, ses habitudes discrètes. Pas de bavardages inutiles, pas de familiarité déplacée. Elle était présente sans être envahissante, bienveillante, sans être intrusive. Une présence douce, presque invisible, mais ô combien essentielle. Étienne, qui croyait avoir verrouillé toutes les issues émotionnelles depuis la mort de son épouse, se découvrait à l'observer. Pas avec désir, du moins pas encore, mais avec un intérêt croissant. Qui était-elle vraiment? Pourquoi acceptait-elle un poste si modeste, alors qu'elle semblait si cultivée, si fine, si... ailleurs? Parfois, elle regardait Léa avec une intensité étrange, comme si elle reconnaissait quelque chose en elle. Étienne s'interdisait d'y penser. Les semaines passaient et Camille s'encrava dans leur vie sans bruit, comme une mélodie familière. Léa parlait d'elle à l'école, dessinait leurs moments à 3, la réclamait dès qu'elle n'était pas là. Étienne, lui, se sentait de moins en moins seul, même s'il ne l'admettait pas. Il s'était habitué à sa tasse de thé à la menthe sur le rebord de la fenêtre, à sa manière de replier les plaids, à sa façon silencieuse de comprendre ce que personne ne disait. Un soir, alors qu'il la remerciait d'avoir calmé une crise de Léa mieux que lui n'aurait su le faire, elle avait simplement hoché la tête et dit « C'est une enfant très sensible. Elle comprend plus qu'on ne croit. » Puis elle avait détourné les yeux, comme si elle en avait trop dit. Ce fut le premier petit mystère. Il n'y prêta pas trop attention, à tort. Ce fut un matin comme les autres, ou presque. Étienne terminait de ranger les assiettes du petit déjeuner, pendant que Léa, concentrée, attachait ses lacets avec l'application minutieuse d'une enfant décidée à prouver qu'elle pouvait le faire seule. Camille préparait le sac de l'école, glissant à l'intérieur une gourde, une boîte à goûter et un livre emprunté à la bibliothèque municipale. Tout dans l'appartement respirait l'ordre et l'efficacité. Étienne, bien qu'encore engourdi par une nuit agitée de travail, sentait cette impression familière de stabilité que Camille avait su instaurer depuis son arrivée. Mais ce matin-là, un détail, infime, dérangea l'équilibre apparent. Alors qu'il se tournait pour poser une serviette sur le dossier d'une chaise, son regard croisa fugitivement le bras de Camille.
La manche de sa chemise blanche s'était légèrement relevée, découvrant la peau pâle de son avant-bras. Une tache bleutée, irrégulière, apparaissait distinctement à la lumière. Une ecchymose fraîche, douloureuse à voir. Étienne fronça les sourcils, interrompu dans son geste. Elle ramena rapidement la manche vers son poignet, d'un mouvement trop précipité pour être naturel. Il ne dit rien sur le moment. Il n'était pas de ceux qui posent des questions indiscrètes. Il respectait les limites. Mais la scène resta suspendue dans son esprit, comme une alarme muette. Il l'observa du coin de l'œil. Camille poursuivait sa tâche, imperturbable. Son visage était neutre, concentré sur la routine du départ, mais quelque chose dans sa posture semblait plus crispé qu'à l'accoutumée. Une fois Léa déposée à l'école, Étienne, revenu à l'appartement, trouva Camille en train de trier le linge dans la buanderie. Il s'adossa à la porte, croisa les bras et dit d'un ton qu'il voulait léger « Tu t'es cogné quelque part ?» Elle ne releva pas immédiatement la tête. Elle continua à plier un t-shirt de Léa, les mains appliquées, comme si elle n'avait pas entendu. Étienne attendit. Quand enfin elle le regarda, un demi-sourire se dessina sur ses lèvres, mais ses yeux trahissaient une tension plus profonde. « Je suis maladroite. J'ai heurté une étagère en attrapant un pot de confiture hier soir. Rien de grave. » La réponse était plausible, mais trop rapide, trop préfabriquée. Étienne ne répondit pas tout de suite. Il la fixa quelques secondes, tentant de deviner ce que son regard évitait de dire. Camille se détourna, reprit sa tâche avec une application qui ressemblait à une fuite. Il n'insista pas. Pas encore. Il avait appris, au fil des années, à ne pas forcer les confidences, surtout quand elles étaient protégées par une armure aussi soigneusement construite. Mais le malaise persistait. Tout en lui criait que cette blessure n'était pas le fruit d'un accident domestique. Les jours suivants, il resta attentif, discret mais vigilant. Camille semblait fidèle à elle-même, ponctuelle, organisée, douce avec Léa. Mais parfois, quand elle croyait n'être pas observée, elle sursautait au moindre bruit de la porte d'entrée, jetait des coups d'œil furtifs à travers les fenêtres ou passait une main nerveuse sur sa nuque. Elle se montrait plus silencieuse, ses gestes un peu plus saccadés. Une tension sourde s'était installée dans ses épaules. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, Étienne la surprit en train de vérifier le verrou de la porte d'entrée pour la 3e fois en moins de 10 minutes. Elle sursauta violemment en l'entendant entrer et tenta de masquer son trouble par un sourire forcé. Il fit semblant de ne rien remarquer, mais il notait tout. Son calme apparent n'était qu'une surface. Il commença à repenser aux petites incohérences de ces dernières semaines. Quelques absences inexpliquées en pleine journée, des appels qu'elle refusait de prendre en sa présence, un regard parfois perdu, comme si elle attendait une catastrophe imminente. Camille n'était pas simplement discrète, elle était sur le qui-vive. Et cette peur qu'il devinait derrière son silence n'avait rien à voir avec une simple chute contre une étagère. Étienne se retrouva, malgré lui, à fouiller dans ses souvenirs des jours passés. Il se demanda s'il avait manqué des signes plus tôt, s'il avait été trop confiant. Il tenta de se raisonner. Après tout, Camille n'avait jamais donné de raison concrète de s'inquiéter. Elle prenait soin de Léa comme une mère, s'intégrait parfaitement à la routine familiale, respectait l'intimité de chacun. Mais quelque chose clochait, et plus le temps passait, plus il en devenait certain. Un matin, alors qu'il feignait de lire un rapport dans le salon, il entendit Camille dans sa chambre. Elle parlait à voix basse au téléphone. Sa voix, à peine audible, portait une urgence feutrée. Étienne ne comprit que quelques mots. « Je ne peux pas. Pas maintenant. Non, je t'ai dit que ce n'est pas possible. » Puis un silence, une respiration brisée, et la fin de l'appel. Quand elle réapparut dans le couloir, elle arborait son masque habituel, mais ses yeux étaient rouges. Ce n'était plus un doute. Camille cachait quelque chose. Étienne se sentait partagé entre la colère d'être maintenu à l'écart et la compassion de voir une femme manifestement aux prises avec une douleur qu'elle refusait de nommer. Il ne voulait pas la brusquer, mais il ne pouvait plus détourner les yeux. Le lendemain, alors qu'il l'accompagnait en voiture pour une course de dernière minute, il tenta une approche plus directe. Sans la regarder, les mains sur le volant, il dit « Si tu as besoin d'aide, tu peux me le dire. Je ne te jugerai pas. » Camille resta silencieuse, trop longtemps. Quand enfin elle répondit, sa voix était calme mais ferme. « Je vais bien, Étienne. Mais merci. » Ce n'était pas un non. Ce n'était pas un oui non plus. Mais c'était une faille, une première. Et Étienne comprit à cet instant
qu'il n'avait encore vu qu'une infime partie de ce que Camille vivait réellement. Ce qu'elle cachait devait être lourd, dangereux peut-être, et désormais, il se sentait impliqué, malgré lui. Car cette femme qui vivait sous son toit, qui s'occupait de sa fille avec une dévotion presque troublante, portait une histoire dont les contours restaient dans l'ombre. Et ses ecchymoses sur son bras n'étaient que la surface d'une vérité plus sombre, tapie derrière son silence. Le lundi suivant, Étienne était rentré plus tôt que prévu d'un rendez-vous annulé. Il entra dans l'appartement dans un silence habituel, ses pas feutrés sur le parquet ciré. Camille et Léa n'étaient pas là. La petite devait encore être à son cours de dessin, et Camille avait probablement profité de cette heure libre pour faire quelques courses. Il aimait ces rares moments de solitude, mais cette fois, il ressentait une agitation inhabituelle, un poids diffus qui ne le quittait plus depuis qu'il avait vu les ecchymoses sur le bras de Camille. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était une inquiétude devenue presque obsessionnelle. Il traversa le couloir menant à la chambre d'amis, celle que Camille occupait depuis son arrivée. La porte était entrebâillée, chose rare. Elle la gardait généralement fermée. Étienne hésita une seconde, puis poussa lentement l'ouverture. Il n'avait jamais franchi ce seuil sans y être invité, mais quelque chose le poussait à comprendre. La pièce était baignée dans une lumière douce, les rideaux tirés laissant passer une clarté tamisée. À première vue, tout semblait en ordre. Le lit était fait, les coussins bien disposés, une tasse vide reposait sur la table de chevet. Mais un détail attira immédiatement son attention, une valise entr'ouverte posée à côté de la commode. Étienne s'approcha, poussé par une tension qu'il n'arrivait plus à ignorer. La valise n'était pas rangée, comme si elle avait été ouverte à la hâte. Il y avait là des vêtements pliés à la va-vite, certains visiblement déchirés ou froissés, un pull taché, une paire de chaussures aux semelles usées et, plus étrange encore, une enveloppe contenant ce qui semblait être des photos et de vieux documents. Sur la commode, quelques effets personnels étaient éparpillés, ce qui tranchait radicalement avec l'ordre méticuleux auquel Camille les avait habitués. Il ne toucha à rien, mais observa attentivement. Les vêtements n'étaient pas tous à sa taille. Certains paraissaient appartenir à un enfant plus âgé que Léa. Une petite boîte métallique était posée à demi ouverte, contenant des médicaments sans étiquette. Il nota aussi un carnet à la couverture élimée, fermé par un élastique posé au fond de la valise. Ce désordre, cet empilement précipité d'objets, contredisait tout ce qu'il croyait savoir de Camille. Ce n'était pas une simple négligence. Cela ressemblait à un départ avorté ou à une fuite interrompue. Étienne se redressa, referma doucement la porte sans bruit et retourna au salon, le cœur battant. Ce qu'il avait vu confirmait ce que son intuition ne cessait de lui souffler depuis des jours. Camille cachait bien plus qu'elle ne voulait l'avouer. Elle vivait prête à partir, à disparaître en un instant. Et cette préparation silencieuse à l'effacement révélait une peur plus ancienne, plus profonde. Il pensa à Léa, à leur quotidien qui semblait si stable, et se demanda combien de temps encore il pourrait maintenir cette illusion de normalité. Quand Camille rentra, elle retrouva Étienne dans la cuisine. Il faisait semblant de feuilleter un magazine, mais elle sentit immédiatement quelque chose d'inhabituel dans son attitude. Il ne leva pas les yeux quand elle entra, se contenta d'un murmure de salutation. Elle répondit de la même manière, puis alla ranger les courses. Le silence s'étira entre eux, lourd, presque palpable. Elle bougeait avec une précision mécanique, mais son visage trahissait une tension constante. Étienne décida de ne rien dire, pas encore. Il voulait observer encore, recouper les signes, assembler les pièces du puzzle. Le soir venu, après avoir couché Léa, il entendit Camille dans la cuisine, nettoyant avec un soin inhabituel un plan de travail déjà propre. Il s'approcha, s'adossa à l'encadrement de la porte, la regarda. Elle leva les yeux vers lui, et pendant une fraction de seconde, il crut y voir une supplique silencieuse, une fatigue immense. Il dit simplement « Tu sais que tu peux me parler ». Elle détourna le regard, essuya une dernière fois le plan de travail, puis répondit sans se retourner « Je sais, mais parfois parler ne change rien ». Il ne répondit pas. Il comprenait qu'elle n'était pas prête, mais l'image de cette valise entr'ouverte, de ses vêtements arrachés, ne le quittait pas. Les jours suivants, il se surprit à surveiller davantage les allées et venues de Camille. Il remarqua qu'elle vérifiait plusieurs fois par jour son téléphone, effaçant systématiquement l'historique de ses appels.
Elle consultait également un petit carnet qu'elle gardait toujours dans son sac, qu'elle rangeait dès qu'il entrait dans la pièce. Étienne n'était pas un homme suspicieux par nature, mais cette accumulation de détails le forçait à rester en alerte. Un soir, alors que la pluie battait les vitres du salon, il la trouva en train de regarder fixement la rue depuis la fenêtre. Elle sursauta quand il s'approcha, comme si elle ne l'avait pas entendu venir. Il lui demanda si tout allait bien. Elle répondit par un simple hochement de tête, sans conviction. Il l'observa retourner s'asseoir, les mains serrées autour de sa tasse. Quelque chose en elle semblait en permanence sur le point de se briser. Étienne, malgré ses doutes, commençait à ressentir une forme de responsabilité à son égard. Elle n'était plus seulement la nourrice de sa fille. Elle faisait désormais partie de leur équilibre, fragile mais réel. Et plus il découvrait les signes de ce que Camille cherchait à cacher, plus il se sentait impliqué, pas par devoir, mais par une forme d'instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de son épouse. Il décida alors de rester en retrait, mais vigilant. Il n'irait pas fouiller davantage, du moins pas sans y être contraint. Il attendrait qu'elle parle, qu'elle ouvre cette porte elle-même. Mais il savait aussi que si la vérité ne venait pas bientôt, il devrait la chercher lui-même. Car les silences de Camille, sa peur muette, les objets déplacés dans cette chambre qui n'était pas tout à fait un refuge, tout cela formait une alerte qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce fut en milieu de matinée que tout bascula. Étienne était plongé dans une réunion interminable avec 2 associés venus de Genève, installés dans la salle de conférence de son bureau, au 15e étage d'un immeuble de la Part-Dieu. Il faisait défiler les diapositives d'une présentation sur les prévisions du prochain trimestre, concentré sur ses projections, quand son téléphone vibra sur la table, affichant un appel entrant de Camille. Elle n'appelait jamais pendant ses heures de travail, encore moins à ce moment de la journée. Son doigt hésita une fraction de seconde avant de décrocher. « Camille ?» fit-il à mi-voix en s'excusant brièvement auprès des autres. La réponse fut immédiate, mais complètement décalée. Une voix tremblante, précipitée, étouffée par une respiration haletante. Camille ne prononça pas son prénom. Elle dit seulement « Tu dois aller chercher Léa. Maintenant. S'il te plaît. Je ne peux pas y aller. » Étienne se redressa sur sa chaise. Le ton n'était pas celui d'une simple urgence logistique. Il y avait dans sa voix une panique contenue, comme si elle luttait pour ne pas éclater en sanglots. Il tenta de l'apaiser, de comprendre. « Camille, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Tu vas bien ?» Un silence de quelques secondes suivit, puis un souffle court. « Je suis désolé, je dois raccrocher. » Et la ligne coupa. Pas de lieu, pas d'explication. Étienne resta un instant figé, le téléphone encore collé à son oreille vide. Il se leva brusquement, s'excusant vaguement auprès de ses collègues. Il attrapa sa veste et sortit sans un mot de plus, déjà en train de composer le numéro de l'école de Léa. 1 heure plus tard, il était devant le portail, récupérant une petite fille étonnée de voir son père si tôt, mais ravie de rentrer avec lui. Camille n'avait pas rappelé. Elle n'avait pas laissé de message. Rien. De retour à l'appartement, Étienne installa Léa devant un dessin animé et scruta son téléphone en silence. Le vide du journal d'appel semblait le narguer. Il pensa à l'idée de prévenir la police, mais il hésita. Camille lui avait toujours paru méfiante vis-à-vis des autorités, et l'idée de la trahir, même involontairement, le paralysait. Il attendit. Le silence s'épaissit au fil des heures, rendant chaque minute plus longue que la précédente. Ce ne fut qu'en fin d'après-midi que Camille réapparut. La porte d'entrée s'ouvrit lentement. Étienne, assis dans le salon, se leva aussitôt. Elle entra sans dire un mot, referma doucement la porte, posa son sac et s'avança dans l'appartement comme une ombre. Ses cheveux étaient humides, son manteau mal ajusté, et son regard fuyait le sien. Elle était pâle, les traits tirés, comme si elle avait passé la journée à fuir un danger invisible. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix plus calme qu'il ne se sentait. Elle ne répondit pas. Elle s'approcha de Léa, l'embrassa sur le front, lui sourit faiblement, puis se dirigea vers la cuisine. Étienne la suivit. Il n'éleva pas la voix, mais la détermination transparaissait dans son ton. « Camille, je ne suis pas en colère, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tu m'as inquiété. » Elle ouvrit un placard, en sortit une tasse, la reposa. Elle tremblait légèrement. Finalement, elle s'appuya contre le plan de travail, le dos courbé, les mains crispées sur le bois. « Je suis désolée, dit-elle enfin.
Je ne pouvais pas faire autrement. Tu ne pouvais pas faire autrement que disparaître sans prévenir et me laisser gérer Léa à ta place? C'est ça que tu veux dire. Elle ferma les yeux une seconde, respira profondément. Puis elle se redressa et tourna lentement la tête vers lui. Je ne peux pas t'expliquer. Pas maintenant. Mais je te jure que je n'aurais jamais mis Léa en danger. Ce n'est pas elle que je crois en danger, Camille. C'est toi. Elle détourna le regard encore. Étienne fit un pas vers elle, mais elle recula. Il comprit qu'elle n'était pas encore prête à parler. Pourtant, cette fois, ce n'était pas seulement de la réserve ou de la peur ordinaire. C'était un effondrement silencieux, comme si elle portait un poids trop lourd pour elle seule depuis trop longtemps. Le soir venu, après avoir couché Léa, il la trouva dans la cuisine, immobile, debout devant la fenêtre, regardant la ville s'illuminer. Il resta à distance, observant la silhouette fragile, presque dissoute dans la pénombre. Il pensa à toutes les fois où elle avait été là pour Léa, attentive, douce, présente, et à cette femme, devant lui maintenant, au bord du vide, muette. « Tu peux dormir, je veille », dit-il simplement. Elle acquiesça sans se retourner. Camille ne mangea presque rien ce soir-là. Elle s'enferma dans sa chambre dès que le silence retomba sur l'appartement. Étienne resta encore un moment dans le salon, incapable de lire ou de se concentrer sur quoi que ce soit. Il repensait à la panique dans sa voix, à sa disparition, à son retour brisé. Il savait désormais que ce n'était plus une question de confort ou de curiosité. Il était impliqué. Il devait comprendre ce qu'elle fuyait, et surtout de qui. Mais Camille ne lui laissait que des indices épars, des silences, des regards fuyants. Il sentait que la vérité était là, tout près, mais inaccessible, recouverte de couches de douleur et de peur. Et malgré tout, il persistait, parce qu'elle faisait partie de leur vie, parce qu'elle s'était rendue indispensable, parce qu'il refusait de rester spectateur d'un effondrement annoncé. Les jours qui suivirent furent pesants, comme suspendus dans une attente silencieuse. Camille, plus discrète encore qu'à l'accoutumée, réduisait ses interactions au strict nécessaire. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, emmenait Léa à l'école mais ne traînait jamais. Elle ne restait plus dans la cuisine à discuter avec Étienne, ne feuilletait plus les livres du salon pendant les temps morts, ne s'asseyait plus devant la fenêtre avec son éternelle tasse de thé. Elle semblait chercher à devenir invisible. Étienne le remarquait, bien sûr, et si son instinct le poussait à la confrontation, il attendait le bon moment. Il savait que s'il la forçait, elle se fermerait davantage encore. Un soir, alors que Léa dormait depuis longtemps et que le silence de l'appartement pesait comme une chape de plomb, Camille entra dans le salon, les yeux cernés, le visage creusé. Elle tenait entre ses mains le carnet noir qu'elle gardait toujours sur elle. Elle ne dit rien, ne s'assit même pas. Elle resta debout devant Étienne et le fixa longuement avant de parler. « Je n'ai pas le droit de t'impliquer. Tu ne comprends pas encore ce que ça signifie. » Étienne, qui lisait distraitement les résultats d'un rapport trimestriel, posa lentement le dossier sur la table. Il leva les yeux vers elle et sa voix fut douce mais ferme. « Tu es déjà impliquée dans ma vie, Camille. Tu fais partie de la maison. Léa tient à toi. Et moi, je ne peux pas rester sans savoir. » Elle ferma les yeux une seconde, puis s'approcha du fauteuil face au sien. Elle posa le carnet sur ses genoux, mais ne l'ouvrit pas. « Je ne peux pas tout te dire. Pas encore. Mais il faut que tu saches. Je ne suis pas simplement une nourrice. Je ne suis pas ici par hasard. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il ne répondit pas, laissant le silence faire pression. « Depuis plusieurs mois, je suis suivie, dit-elle, par quelqu'un, ou plutôt par plusieurs personnes. Je reçois des messages, des lettres, des appels. Parfois ils disparaissent, parfois ils reviennent, de plus en plus insistants. Je ne sais jamais combien de temps j'ai avant que ça recommence. Ils veulent me forcer à quelque chose, à signer des documents, à me taire sur des choses que je n'ai jamais voulu savoir. C'est compliqué. » Il se pencha légèrement en avant. « Pourquoi ne pas prévenir la police? Tu risques ta vie, Camille. Tu nous exposes aussi, tu t'en rends compte ?» Elle secoua la tête. « La police, ils ont déjà été prévenus, mais ils n'ont rien fait. Aucun signalement, aucun rapport, pas même une enquête sérieuse. Tout a été classé. Et après ça, les menaces sont devenues plus subtiles, plus précises. C'est là que j'ai compris qu'ils savaient tout de moi, où je vivais, ce que je faisais, qui j'aimais. » Étienne baissa les yeux un instant, puis releva le regard. « Et tu es venu ici, chez moi, pourquoi? Pour te cacher ?»
Elle hocha la tête sans répondre. Son regard s'embua légèrement, mais aucune larme ne coula. J'avais besoin de stabilité, d'un endroit où je pourrais souffler. Je voulais me faire oublier. Et l'annonce de ton agence, j'ai vu ta photo, j'ai lu le profil, j'ai vu Léa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était là que je devais aller, que vous étiez hors de tout ça. Étienne sentit en lui une confusion étrange. Il se souvenait du jour où il avait reçu le dossier de Camille. Il avait été frappé par la sobriété de sa lettre de motivation, par la sincérité de ses références. Mais maintenant, il comprenait que tout cela n'était peut-être qu'une façade, ou bien que c'était vrai, mais insuffisant à comprendre l'ampleur de ce qui se tramait derrière. « Tu sais qui sont ces gens ?» demanda-t-il finalement. Elle hésita, puis baissa la voix. « Pas tous, mais je sais qu'ils sont liés à un homme que j'ai connu autrefois. Quelqu'un qui a détruit des vies, dont la mienne, et qui pourrait très bien réapparaître à tout moment. » Étienne comprit qu'elle ne lui disait pas tout. Mais il entendait dans sa voix une peur qui ne pouvait pas être feinte. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Fragile, exposée, mais encore digne. Elle ne jouait pas un rôle. Elle se battait pour rester debout, pour protéger quelque chose, ou quelqu'un. Pourquoi ne pas me donner un nom? Je peux t'aider. Je peux engager un avocat, un détective, quelqu'un de fiable. Tu ne comprends pas, Étienne. Ce n'est pas une histoire de justice. C'est plus sale que ça, plus diffus. Je ne sais même pas ce que je sais exactement. J'ai vu des choses, entendu des conversations, lu des papiers qui n'auraient jamais dû être entre mes mains. Et maintenant, je suis piégé. Si je parle, je suis en danger. Si je me tais, je perds tout. Étienne la regarda longuement. Il ressentait à la fois de la colère, de l'incompréhension et une forme profonde de tristesse. Elle était là, devant lui, brisée, mais droite. Il savait qu'elle mentait encore, par omission ou par instinct de survie. Mais il comprenait que c'était un début, une fissure dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle. « Camille, je ne peux pas t'obliger à tout me dire. Mais si tu restes ici, sous mon toit, avec ma fille, alors il va falloir que tu me fasses confiance et que tu me laisses t'aider. Sinon, on ne tiendra pas. Tu ne tiendras pas. » Elle releva enfin les yeux vers lui. Il y avait dans son regard une fatigue ancienne, mais aussi quelque chose de plus rare, une reconnaissance muette. Elle ne dit rien. Elle se leva, reprit le carnet et sortit de la pièce sans un mot. Étienne resta seul, le cœur alourdi, la tête pleine d'interrogations. Il savait que le danger n'était plus théorique et que l'histoire de Camille, aussi fragmentaire soit-elle, ne faisait que commencer à se révéler. Étienne n'était pas homme à laisser une chose en suspens. Les demi-confessions de Camille l'avaient plongé dans une agitation intérieure qu'il n'arrivait plus à contenir. Le lendemain matin, alors que Camille déposait Léa à l'école, il s'installa dans son bureau, tenta de reprendre le fil de son travail, mais son esprit dérivait constamment vers ses paroles. Elle fuyait quelqu'un ou plusieurs personnes. Elle avait été mêlée à quelque chose de dangereux, de sale, comme elle disait, et surtout, elle ne lui avait pas donné de nom, de date, de fait concret. Un homme, avait-elle laissé entendre, quelqu'un qu'elle avait connu autrefois. Cela suffisait à Étienne pour commencer à creuser. Ce fut presque par réflexe qu'il pensa à appeler Antoine Berchet, un ancien camarade de la faculté de droit de Lyon, avec qui il avait gardé des contacts espacés mais amicaux. Antoine travaillait aujourd'hui comme consultant juridique dans un cabinet spécialisé dans les litiges financiers. Mais il avait autrefois été proche des cercles où Étienne gravitait avant de créer sa propre entreprise. Ils se retrouvèrent dans un café discret du 6e arrondissement, à 2 pas du parc de la Tête d'Or. Étienne aborda la discussion par des banalités, puis, à mi-chemin d'un café allongé, il lança le nom de Camille dans la conversation, presque distraitement. « Elle s'appelle Camille Moreau. Tu n'aurais pas entendu parler d'elle par hasard. Elle a travaillé dans le secteur social, je crois. Ou peut-être dans des structures privées, je ne sais pas exactement. » Antoine cessa de remuer son café. Son visage, jusqu'ici affable, se durcit imperceptiblement. Il regarda Étienne droit dans les yeux et un long silence s'installa. Puis il reposa sa cuillère sur la soucoupe. « Camille Moreau, tu es sûr du nom ?» Étienne sentit son cœur accélérer. Il hocha lentement la tête. « Oui, pourquoi ?» Antoine sembla hésiter puis se pencha légèrement vers lui, comme s'il redoutait d'être entendu, même dans ce café presque vide. « Tu sais, je ne suis pas du genre à me mêler de la vie des autres. Mais ce nom, il est associé à une histoire que j'ai suivie de loin,
à l'époque où je faisais encore du conseil en redressement d'entreprise. Il y a quelques années, un homme du nom de Bastien Durand a fait parler de lui dans certains milieux. Étienne fronça les sourcils. Bastien Durand? Ce nom ne me dit rien. Antoine hocha lentement la tête. C'est normal. Il s'est éclipsé avant que la presse ne s'y intéresse vraiment. Un ancien investisseur, très actif dans les fonds spéculatifs. Il a monté une structure un peu floue, promis des rendements à couper le souffle à des clients naïfs. Puis, en moins d'1 an, tout s'est effondré. Des millions évaporés, des partenariats brisés et surtout des zones d'ombre partout. Pas de plainte officielle, aucun dossier judiciaire solide. Trop de silence, trop de complicité. Et puis, il a disparu. Étienne resta silencieux un moment. Et quel est le lien avec Camille? Antoine le fixa, visiblement mal à l'aise. D'après ce que j'ai entendu à l'époque, elle était proche de lui. Très proche. Certains disaient qu'ils vivaient ensemble. D'autres affirmaient qu'elle travaillait pour lui ou avec lui. Mais ce qui est certain, c'est que son nom a été mentionné plusieurs fois dans des échanges internes de cabinets d'avocats qui tentaient de comprendre où étaient passés les fonds. Rien d'officiel. Juste des soupçons, des témoignages indirects. Puis elle a disparu du radar. Étienne se redressa légèrement. Sa mâchoire se contracta. « Tu veux dire qu'elle a été complice ?» Antoine secoua la tête. « Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que son nom revenait souvent et qu'il y avait des zones d'ombre. Peut-être qu'elle savait des choses. Peut-être qu'elle a voulu partir avant que tout explose. Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. » Le silence s'installa de nouveau. Étienne regardait fixement sa tasse vide, son esprit en ébullition. Bastien Durand. Un nom qui, à lui seul, changeait la nature de tout ce qu'il croyait savoir sur Camille. Était-ce lui qu'elle fuyait? Était-ce lui l'homme derrière les menaces, les silences, les ecchymoses? Avait-elle été manipulée ou bien avait-elle participé consciemment à un réseau de fraude sophistiqué? Quand il quitta le café, Étienne n'avait pas toutes les réponses, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce nom. De retour à l'appartement, il trouva Camille dans le salon, occupée à relire un livre d'images avec Léa. Elle leva les yeux vers lui, comme à son habitude, cherchant dans son regard un signe, une réaction. Il ne dit rien, pas encore. Mais au fond de lui, une certitude nouvelle s'imposait. Il allait devoir confronter Camille. Et cette fois, il voulait des réponses complètes. Parce que Bastien Durand n'était pas un simple souvenir douloureux du passé. Il était peut-être la clé de tout ce qui s'effondrait autour d'eux. Le lendemain de sa conversation avec Antoine, Étienne se leva avec une décision claire en tête. Il n'était plus possible de continuer ainsi, entre fragments d'aveux et zones d'ombre, entre méfiance et attachement. Il connaissait maintenant le nom de Bastien Durand. Il savait que Camille avait été liée à lui d'une manière ou d'une autre, et surtout, il avait compris que le danger était bien réel. Mais au lieu de la confronter brutalement, il opta pour une autre approche. Mettre Camille et Léa à l'abri, dans un endroit où les regards extérieurs ne les atteindraient pas. Il prit alors une décision qu'il n'aurait jamais envisagée quelques semaines plus tôt. Il proposa à Camille de partir quelques jours à Annecy, dans sa maison de campagne, une demeure qu'il n'utilisait presque jamais depuis la mort de son épouse, mais qu'il entretenait régulièrement. Elle hésita au début, le regard méfiant, presque paniqué, comme si elle redoutait un piège. Mais Étienne lui assura que c'était pour leur sécurité, et celle de Léa surtout. Il lui laissa le choix, ne lui imposa rien. Après une nuit de réflexion, Camille accepta sans poser de questions, mais avec un silence qui en disait long sur sa fatigue. Le trajet jusqu'à Annecy fut paisible, Léa dormant une bonne partie du chemin à l'arrière de la voiture. Camille, elle, regardait le paysage défiler, le visage tourné vers la fenêtre. Elle ne disait rien, mais ses mains trahissaient une tension constante. À l'arrivée, la maison apparut derrière une haie bien taillée. Un bâtiment aux volets gris, entouré de pins et d'un jardin sobrement entretenu. Elle n'avait rien d'ostentatoire, mais elle respirait la paix, l'éloignement, la possibilité d'un répit. Dès le lendemain matin, Camille installa Léa dans une routine paisible. Promenade dans les environs, dessin sur la terrasse, lecture sur un banc face au lac. Étienne observait de loin, partagé entre admiration et méfiance. Il reconnaissait en elle une attention sincère, presque maternelle, mais ne pouvait détacher son esprit des révélations d'Antoine. Le 7e jour,
Alors que Léa dormait et que le crépuscule enveloppait la maison d'une lumière dorée, Étienne laissa tomber toute retenue. Ils étaient assis dans le salon, chacun avec une tasse de thé devant soi, le silence les entourant comme une coque protectrice. Étienne posa sa tasse avec lenteur, puis leva les yeux vers Camille. « Il faut que tu me dises la vérité, toute la vérité, pas seulement des morceaux, pas seulement ce que tu penses que je peux entendre. » Elle resta figée, les doigts crispés autour de sa tasse. Il poursuivit d'un ton calme, mais sans laisser place à l'évitement. « Je sais pour Bastien Durand. » Elle sursauta légèrement. Son regard chercha aussitôt une échappatoire, mais Étienne ne détourna pas les yeux. « Un ami à moi, il m'a parlé de lui, des fonds qu'il a fait disparaître, de ta proximité avec lui. Et maintenant je veux comprendre qui tu étais, ce que tu faisais avec lui, et pourquoi tu le fuis. » Camille déglutit lentement, puis posa sa tasse sur la table basse. Elle se recula dans le canapé, ramena ses jambes contre elle et regarda droit devant elle. « J'étais sa compagne, dit-elle. Pendant presque 3 ans. Au début, je croyais à son discours. Il parlait d'innovation, d'investissement propre, de création de valeur. Il avait cette manière de convaincre, de faire croire qu'il contrôlait tout. Moi, je travaillais comme assistante dans une association d'aide sociale, rien à voir avec les finances. Mais je l'ai suivi. J'ai quitté mon travail, j'ai emménagé avec lui. Je l'aimais. » Elle fit une pause. Étienne ne l'interrompit pas. Il m'a impliqué peu à peu. Il me demandait de relire des documents, d'envoyer des mails en son nom, de gérer des rendez-vous. Rien d'illégal à première vue. Et puis, il a commencé à me demander de signer des choses. Toujours pour simplifier, disait-il. J'ai compris trop tard. Quand tout s'est écroulé, je me suis retrouvé cité dans des contrats, impliqué dans des montages dont j'ignorais tout. Il a disparu. Et moi, j'ai dû fuir pour ne pas être broyé avec lui. Elle tourna enfin les yeux vers Étienne. Les gens qui me cherchent aujourd'hui, ce sont ceux qui l'a trompé. Certains croient que j'étais complice. D'autres pensent que je sais où il est, ou où est passé l'argent. Ils veulent que je parle, ou que je me taise. Ils veulent me contrôler, me faire peur. Et moi, je veux juste disparaître, oublier, vivre. Le silence s'installa. Étienne se leva, fit quelques pas dans la pièce, les mains dans les poches. « Et pourquoi ne pas t'être livré à la police? Ou avoir engagé un avocat comme je te l'ai proposé? Parce que j'ai peur, Étienne, peur que tout ça ressurgisse, peur de perdre ce que j'ai retrouvé ici. Peur pour Léa aussi. Je n'ai plus de famille, plus d'amis. Et toi, vous êtes la seule chose qui me reste, même si tu ne me fais plus confiance. » Elle s'interrompit, la voix brisée. Étienne revint s'asseoir. Il la regarda longuement. Il sentait que cette fois, elle avait dit la vérité. Peut-être pas toute, mais assez pour comprendre l'ampleur de sa solitude. Il comprit aussi qu'elle avait protégé Léa, chaque jour, malgré sa propre peur, et qu'elle n'avait jamais utilisé cette maison comme une simple cachette. Elle y avait vu un refuge, fragile, mais réel. « Tu ne peux plus fuir, Camille. Pas éternellement. Il faudra affronter ça. Mais tu ne seras pas seule. » Elle le regarda avec une émotion retenue, comme si elle ne croyait pas à ses propres oreilles. Étienne posa doucement sa main sur la sienne. « On va trouver un moyen, mais je veux que tu me dises tout au fur et à mesure. Je ne peux pas protéger ce que j'ignore. » Elle acquiesça, en silence. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus. Mais une vérité nouvelle s'était installée entre eux. Une vérité difficile, marquée de peur, de fautes passées, mais aussi d'un début de confiance, de reconstruction. Le passé les liait désormais, et il ne faisait que commencer à dévoiler ses ramifications. La maison de campagne d'Étienne, jusqu'alors havre de silence et de stabilité, changea radicalement d'atmosphère à partir de cette nuit-là. Jusqu'à ce moment, l'endroit semblait inviolable, comme protégé par la distance, par les arbres épais du jardin et par la discrétion de leur quotidien. Les jours y étaient ponctués de jeux d'enfants, de repas simples, de lectures partagées. Mais la nuit qui suivit les confessions de Camille marqua une rupture nette, une irruption brutale du danger jusque-là contenu dans les silences, les regards fuyants et les hésitations. Tout commença peu après 2 heures du matin. Étienne, réveillé par un bruit sec, s'assit aussitôt dans son lit, le souffle suspendu. Il tendit l'oreille. D'abord, rien. Puis, un second bruit, cette fois plus distinct, métallique, semblable à un claquement contre une surface rigide. Il se leva immédiatement, enfila un pull,
saisit son téléphone et traversa le couloir en direction du salon. En passant devant la chambre de Camille, il vit la lumière sous la porte. Elle était réveillée. Quand il entra dans la pièce principale, il constata que la porte donnant sur l'extérieur était entr'ouverte. Le battant bougeait légèrement, poussé par un souffle de vent. Il s'approcha lentement, le cœur battant plus fort à chaque pas. En ouvrant complètement la porte, il découvrit la voiture qu'il avait garée à l'arrière de la maison dans un état inquiétant. Le pare-brise était fissuré, les essuie-glaces arrachés et l'un des rétroviseurs pendait, comme arraché à la hâte. Il resta figé un instant, évaluant la scène, puis referma rapidement la porte, verrouilla tous les accès et se retourna pour découvrir Camille derrière lui, pâle, tremblante, le regard fixé sur la poignée. « Tu es sûr que tout était fermé ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête avec lenteur, puis avança jusqu'à la cuisine, alluma la lumière et s'accouda au plan de travail, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « J'ai tout vérifié avant de dormir, dit-elle. Comme chaque soir. » Étienne la rejoignit, le visage tendu. « Alors quelqu'un est entré, ou a essayé. Ils t'ont trouvé. » Elle ferma les yeux. Ses mains s'étaient crispées autour de la céramique froide de l'évier. Elle n'ajouta rien, mais son silence parlait pour elle. Elle avait su que ce moment finirait par arriver. Étienne, quant à lui, sentait l'adrénaline lui marteler les tempes. Ce n'était plus une menace abstraite. Il y avait désormais une faille dans leur refuge, et il n'était plus question de demi-mesure. Il inspecta chaque pièce de la maison, vérifia les serrures, ferma les volets, installa un couteau de cuisine sur la table de nuit, par précaution absurde, mais nécessaire. Camille resta éveillée, assise dans un fauteuil, recroquevillée dans une couverture. À aucun moment elle ne chercha à minimiser ce qui s'était passé. Elle savait. Étienne ne dormit pas cette nuit-là. Au matin, Léa fut tenue à l'écart des événements. Elle ne posa pas de questions, ravie d'avoir une journée sans école, inconsciente des tensions dissimulées sous les sourires forcés de ses deux figures protectrices. Étienne prit soin d'appeler un garagiste pour venir chercher la voiture, prétextant un accident banal. Il ne souhaitait pas encore déclarer quoi que ce soit à la police locale. Il ne faisait pas confiance à des agents de campagne pour gérer une affaire dont il ne connaissait lui-même qu'une fraction. Mais il décida de passer un coup de fil. Il appela une connaissance de longue date, Damien Roussel, ancien policier devenu détective privé, avec qui il avait collaboré à plusieurs reprises lors de différents commerciaux. Un homme discret, rigoureux, habitué aux zones grises. Étienne lui expliqua brièvement la situation, sans entrer dans les détails les plus personnels. Damien accepta de venir les rejoindre dans les jours suivants. En attendant, il recommanda à Étienne de ne rien publier en ligne, de ne pas utiliser les réseaux habituels, et surtout, de ne pas mentionner l'affaire à quiconque hors de leur cercle immédiat. Cette même journée, Étienne installa un système de surveillance rudimentaire avec les moyens à disposition. Caméras de sécurité temporaire reliées à une application sur son téléphone, capteurs de mouvement achetés en urgence dans un magasin spécialisé. Camille observa ses gestes sans intervenir, assise à distance, le regard vide. Elle ne mangeait presque plus. Elle parlait peu. Chaque bruit dehors la faisait sursauter. Elle passait de longues heures à fixer la porte d'entrée comme si elle attendait qu'elle s'ouvre de force. Étienne tenta de la rassurer. Il parlait doucement, lui proposait du thé et des repas simples, l'invitait à lire des histoires à Léa avec lui. Parfois, elle cédait. Mais la nuit venue, la tension revenait, implacable. 2 nuits plus tard, un autre événement les ébranla. En pleine nuit, les détecteurs de mouvement installés sur la terrasse arrière s'activèrent. L'alerte retentit sur le téléphone d'Étienne. Il bondit hors du lit, réveilla Camille, attrapa une lampe torche et se précipita dehors accompagné de Damien Roussel, arrivé quelques heures plus tôt. Ils ne trouvèrent personne, mais les traces étaient là. Des pas boueux sur les dalles de pierre, une empreinte partielle sur la fenêtre de la cuisine et une autre tentative de forcer une serrure, cette fois sans succès. Camille faillit s'effondrer. Étienne la soutint, l'aida à s'asseoir, puis regarda Damien. Il n'avait pas besoin de parler. L'urgence était désormais manifeste. « Il faut qu'on accélère », dit Damien, après avoir inspecté les alentours. « Cette femme est ciblée. Ils ne veulent pas juste lui faire peur. Ils veulent l'atteindre. Et maintenant, tu es dans leur champ aussi. » Étienne sentit une rage froide monter en lui. Il ne laisserait pas cela arriver. Pas tant qu'il pourrait l'empêcher. Il n'avait pas encore toutes les réponses. Mais il comprenait désormais que la menace était bien réelle, concrète
et plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Camille ne pouvait plus fuir seule. Il n'était plus question d'un simple passé trouble, mais d'un présent en danger. Et il allait faire ce qu'il fallait pour les protéger, coûte que coûte. L'atmosphère à la maison d'Annecy était devenue étouffante. Chaque bruit suspect provoquait un sursaut. Chaque pas dans les couloirs éveillait une alerte silencieuse dans l'esprit d'Étienne. Camille ne dormait plus que par brèves périodes, assise sur le canapé ou recroquevillée dans un fauteuil. Damian Roussel s'occupait des relevés de caméras, des vérifications des alentours, et faisait circuler des noms auprès de ses anciens contacts. Étienne, de son côté, oscillait entre inquiétude et besoin impérieux de comprendre l'étendue de ce que Camille lui avait encore tu. Un matin, alors que Camille était sortie avec Léa pour une balade encadrée par Damien, Étienne céda à une impulsion qu'il avait jusque-là refoulée. Il entra dans la chambre qu'elle occupait et entreprit de fouiller discrètement. Il savait que cette décision trahissait une forme de méfiance, mais il avait aussi le sentiment que seule la vérité pouvait désormais les sortir de ce cauchemar latent. Dans la commode, il ne trouva rien d'inhabituel, des vêtements pliés avec soin, des objets de toilette, quelques livres. Mais dans le tiroir inférieur, il tomba sur une boîte en métal, vieille et cabossée, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des papiers divers, anciennes fiches de paie, cartes postales, une ordonnance médicale périmée et entre deux documents, une photographie jaunie par le temps. Il la prit, la retourna, puis la regarda avec attention. On y voyait Camille, plus jeune, souriante, aux côtés d'un homme dont les traits lui semblèrent immédiatement familiers. Ce n'était autre que Bastien Durand. Il portait une chemise blanche, ouverte au col, un bras posé sur l'épaule de Camille. Mais ce n'était pas ce qui frappa le plus Étienne. Sur le devant de la photo, au centre, se tenait un petit garçon, de peut-être 3 ou 4 ans, blond, au visage lumineux. L'enfant ne ressemblait pas à Léa, mais il y avait dans ses traits une douceur similaire. Étienne sentit son estomac se nouer. Il n'y avait aucune inscription au dos de la photo, pas de date, pas de lieu. Mais cette image levait une question vertigineuse. Camille avait-elle eu un enfant avec Bastien? Et si oui, où était cet enfant aujourd'hui? Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Étienne rangea la boîte sans bruit, ferma le tiroir et quitta la chambre avec la photo dans la poche de sa veste. Le soir même, après avoir attendu que Léa soit couchée, il confronta Camille dans le salon, où elle lisait sans réelle concentration un livre déjà écorné. « J'ai trouvé cette photo », dit-il en posant doucement l'image sur la table basse. Camille leva les yeux, et dès qu'elle vit la photographie, son visage se figea. Elle ne tenta pas de nier ni de la reprendre. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis prit une inspiration profonde. Il s'appelait Louis. Étienne attendit. Il savait que cette fois, elle irait jusqu'au bout. C'était mon fils. Il est né de ma relation avec Bastien. Quand tout a commencé à s'effondrer, j'ai voulu le protéger. J'ai décidé de partir. Mais Bastien ne l'a pas accepté. Il m'a fait croire qu'il allait me laisser la garde. En réalité, il a monté un plan. Il m'a fait signer des papiers falsifiés, prétendant que c'était une autorisation temporaire de voyage. En fait, c'était une délégation complète d'autorité parentale. Elle fit une pause, la gorge serrée. Un matin, je me suis réveillé et ils avaient disparu. Lui et Louis. Plus de traces. Aucune réponse à mes appels. Aucune piste. J'ai cherché pendant des mois. Engagé des détectives, contacté des ONG, prié des hôpitaux, des écoles. Rien. Il avait tout orchestré pour disparaître avec lui. Étienne resta immobile. Ce qu'il venait d'entendre dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Et depuis, tu vis avec cette absence », dit-il. Elle acquiesça. Louis aurait aujourd'hui 9 ans. Je ne sais même pas s'il est encore en France. Je n'ai jamais cessé de chercher. Et quand j'ai compris que Bastien était revenu, que son nom circulait à nouveau, je me suis remise en mouvement. C'est à ce moment-là que j'ai vu ton annonce, que j'ai vu Léa. Et, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussé vers vous. Étienne comprit que la blessure de Camille était bien plus profonde que tout ce qu'il avait soupçonné. Elle portait non seulement le poids de la fuite, de la peur, mais aussi celui d'une maternité volée. Elle n'avait jamais parlé de Louis, parce que son absence était trop douloureuse, trop instable, trop menacée. « Tu crois qu'il est avec Bastien aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Je n'en ai aucune certitude, mais je sais que Bastien s'est servi de lui comme levier.
Je sais aussi que les gens qui me suivent, qui me menacent, veulent m'empêcher d'aller plus loin. Et s'ils m'empêchent, c'est que Bastien est toujours actif, qu'il cache quelque chose, qu'il a peut-être toujours Louis avec lui. Le silence tomba. Étienne sentit un mélange de colère et de détermination l'envahir. Il ne pouvait pas imaginer ce que Camille avait traversé. Mais maintenant, il comprenait mieux l'urgence, la fuite, la peur. Elle ne cherchait pas seulement à se protéger. Elle voulait retrouver ce qui lui avait été arraché. « On va le retrouver, dit-il. Lui et Louis. » Camille le regarda, les larmes enfin prêtes à couler, mais toujours retenues. Elle ne répondit pas. Mais dans ce silence-là, pour la première fois, Étienne sentit qu'ils étaient ensemble dans cette quête, que la solitude de Camille n'était plus aussi impénétrable, et que, peut-être, quelque chose pouvait encore être sauvé. Quelques jours après leur découverte bouleversante, avec Damien Roussel à leur côté, Étienne et Camille étaient revenus à Lyon. Ils ne pouvaient plus rester cachés. Étienne avait organisé une rencontre discrète avec Bastien Durand, en prétextant réception d'un message anonyme exigeant un échange. Le rendez-vous eut lieu dans un café peu fréquenté du 8e arrondissement, à l'abri des regards. La tension était palpable dès l'entrée. Bastien arrivait avec assurance, costume sobre mais raffiné, posture droite, regard calculateur. Il s'installa en face d'eux, sans outrepasser la distance imposée par la table. Étienne, à ses côtés, se tenait immobile, le regard fixe, les doigts serrés contre sa tasse. Camille, à gauche, ne regardait pas l'homme. Elle soufflait doucement, invisible sous sa détermination. Bastien prit la parole, voix posée, presque glaciale. « Je vois que tu as usurpé mon nom, » fit-il à Étienne avec un sourire légèrement narquois. « Et toi, tu n'as pas l'air à ta place. Pourquoi avoir accepté cette femme dans ta maison ?» Cette question sonnait comme une accusation voilée. Étienne ne céda pas. Il répondit avec calme, mais aussi une détermination farouche. « Je ne l'ai pas acceptée. Je lui ai offert un abri. Je voulais des réponses. Tu étais le seul nom qui pouvait tout expliquer. Je suis là pour entendre ce que cette femme a vécu. Et ça, tu le connaissais bien, non ?» Un silence plein de tension s'installa. Bastien observa la chaise vide en face de lui, comme mesurant l'espace entre leur vérité, leur peur. Puis il se tourna vers Camille, comme pour découvrir si elle était la même femme qu'il avait connue des années auparavant. « Tu étais ma compagne, » dit Camille d'une voix froide. « Tu as voulu me faire croire que j'avais tout compris, que tu étais différent. Et moi, j'étais trop aveuglé. J'ai cru pouvoir te sauver. Maintenant, je sais. J'ai vu tes contrats falsifiés, ta fuite organisée, ton enfant. Je sais tout. » Bastien inclina la tête légèrement, feignant l'innocence. Puis il sourit sans chaleur. « Tu as raison, j'ai orchestré beaucoup de choses. Mais tu oublies que tu signais des documents sans poser de questions. Et que tu as choisi ton camp. Tu aurais pu t'effacer. Mais tu as préféré devenir une victime. Un symbole pour donner du poids à ta plainte. Tu es pratique, Camille. » La phrase claqua. Un poison lent que la rage rendit plus incisive. Étienne ne supporta pas l'insulte. Il se redressa, interrompit Bastien sans expression excessive, mais d'un ton qui ne laissait place à aucune ambiguïté. « Tu ne me parleras pas comme ça. Tu ne manqueras pas de respect à celle qui t'a donné un fils. » Il y eut une tension à la hauteur d'un souffle. Bastien fixa Étienne droit dans les yeux, cherchant une faiblesse. Il tourna alors sa tête vers Camille, souriant d'un air dédaigneux, puis se leva lentement. « Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais compris la portée de ce jeu. Tu joues ta carte sans connaître les règles. Mais ce que tu veux empêcher n'est pas la réapparition de Bastien Durand. Tu es juste trop naïf pour savoir que ce que tu poursuis te dépassera. » Avant qu'il n'ait pu s'éloigner complètement, Étienne se leva aussi. Il le suivit du regard sans crier. Il savait que ce type de confrontation pouvait basculer en violence verbale, voire physique. Il resta calme, implacable, prêt à intervenir. « Dis-moi où est Louis » hurla Camille enfin, les larmes mêlées à une colère contenue. « Dis-moi où est mon fils » Le café se figea. La voix de Camille résonna plus forte que toute menace. Bastien fit un pas vers elle, planta son regard dans le sien, narquois. « Tu crois vraiment que tu mérites des réponses ? Tu mérites la souffrance. Tu aurais dû disparaître. Maintenant tu fais de la peine à ceux qui me restent. Je t'ai tout donné, et tu es parti. Mais Louis est mort. » Le mensonge coula. Camille chancela, tremblante. Les mots semblaient vouloir déchirer le silence. Étienne la soutint. Elle ne broncha pas. « Tu mens » hurla-t-elle. « Louis est vivant.
Tu as trahi. Tu as choisi l'argent. Tu es un lâche. Un ricanement amer sortit de la bouche de Bastien. Tu me connais si mal. Même mort, certains secrets suffisent à détruire plus que la vérité. Les gens que tu poursuis ne veulent pas, Louis. Ils veulent ta peur, ta dépendance, à une illusion. Tant que tu doutes, tu es piégé. Mais je suis plus malin que toi. Il tourna les talons et quitta lentement le café sans se retourner. Étienne se rassit, tremblant, fixant la porte par laquelle Bastien venait de disparaître. Il posa une main sur l'épaule de Camille, profondément marquée par la détresse qu'il lisait dans ses yeux. Ce soir-là, de retour à l'appartement, ils ne parlèrent pas. Léa dormait, inconsciente des paysages émotionnels qu'ils traversaient. Et pourtant, quelque chose avait changé. L'homme qu'ils cherchaient venait de leur faire face. Il avait menti, il avait insulté, il avait affirmé la mort d'un garçon que Camille savait vivant. Et, paradoxalement, cela lui donnait enfin une raison d'espérer. Louis existait. Le mensonge démenti prouvait qu'il y avait encore un chemin à suivre. Bastien n'avait pas tué, il avait manipulé. Étienne, malgré l'épuisement, comprit que la bataille ne faisait que commencer. Il voulait plaire à l'espoir, à la justice, à la certitude que Camille récupérerait ce qu'on lui avait volé. Enfin, il se sentait pleinement engagé, et il sut à cet instant que lui aussi serait prêt à tout pour ramener la vérité. Le lendemain matin, après une nuit de silence plombé et de sommeil agité, Camille errait dans l'appartement d'Étienne avec un visage fermé, les gestes ralentis, les yeux absents. Depuis la rencontre avec Bastien, ses pensées semblaient tournoyer sans fin autour d'une vérité à moitié dévoilée. Étienne, de son côté, observait mais ne forçait rien. Il savait que Camille était sur le point de lui dire quelque chose d'encore plus profond, de plus intime que tout ce qu'elle avait déjà partagé. Ce fut en début d'après-midi, dans la cuisine baignée par la lumière du jour, que la tension atteignit un nouveau sommet. Camille s'approcha de lui alors qu'il remplissait la cafetière. Elle resta là, debout, immobile, les bras croisés, puis dit d'un ton calme mais d'une intensité glaçante « Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite, quelque chose que je n'arrive plus à garder pour moi. » Étienne s'arrêta net, posa la cafetière, se retourna lentement vers elle. Elle ne détourna pas les yeux. « Ce n'est pas seulement Bastien que je cherchais quand je suis venu ici. Ce n'est pas seulement Louis non plus. Il y avait autre chose. Quelque chose que j'ai soupçonné pendant des mois. Et je crois que Léa pourrait être ma fille biologique. » Il la fixa, bouche entr'ouverte, figée. Les mots ne faisaient pas sens au début. Il les entendait, mais ils semblaient glisser sur lui sans trouver prise. Puis le choc l'atteignit de plein fouet. « Quoi » répéta-t-il, la voix basse, presque étranglée. Camille inspira longuement, les mains tremblantes. « Quand j'ai vu ton annonce avec ta photo et celle de Léa, j'ai été frappé par son visage. Ce n'était pas seulement une impression vague, c'était quelque chose de viscéral, une intuition ancrée, presque douloureuse. Puis j'ai vérifié les dates, les lieux. Et je me suis souvenu de cette ancienne assistante sociale qui travaillait avec Bastien dans la clinique où j'ai accouché. J'étais jeune, isolé, et ma situation était chaotique. Elle a disparu peu après la naissance de Louis, ou plutôt ce que je croyais être Louis. Étienne recula d'un pas, abasourdi. Il s'appuya contre le plan de travail, cherchant à retrouver son souffle. « Tu insinues que Léa n'est pas ma fille biologique? Que il y aurait eu un échange ?» Camille acquiesça lentement, la gorge serrée. « Je ne peux pas l'affirmer. Je n'ai pas de preuves formelles. Mais cette femme, cette assistante, elle était proche de Bastien. Trop proche. Et elle avait accès à tous les dossiers, à toutes les chambres. Quand Bastien a disparu avec Louis, j'ai trouvé des incohérences, des dates floues, des certificats sans signature. Et j'ai commencé à douter de tout. Je ne dis pas que j'en suis sûr. Je dis que c'est possible. » Étienne sentit la colère monter, non pas contre Camille, mais contre l'idée même que ce lien qu'il avait toujours cru inaltérable puisse reposer sur une erreur, une manipulation, une substitution. Il pensa à chaque moment partagé avec Léa, à ses premiers pas, à ses cauchemars calmés, à sa manière unique de dire « papa » avec un mélange de tendresse et d'admiration. Rien ne pouvait lui faire douter de l'amour qu'il ressentait pour elle. Et pourtant, une faille venait de s'ouvrir. « Pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt ?» demanda-t-il d'un ton plus froid. « Parce que je ne voulais pas te voler quoi que ce soit. Je n'ai jamais voulu ça. Je suis venu pour comprendre, pour observer, pour savoir si mon instinct me trompait. Et avec le temps, Léa m'a aimé naturellement.
Elle s'est attachée à moi. Et moi, j'ai compris que, peu importe le sang, elle avait besoin de stabilité, d'un père, de toi. Étienne passa une main sur son visage, tentant de dissiper la pression qui lui vrillait les tempes. Il ne pouvait pas ignorer cette révélation. Il ne pouvait pas simplement balayer la possibilité que l'enfant qu'il avait élevé ne soit pas biologiquement sa fille. Mais il savait aussi, au plus profond de lui, que ce lien-là ne se définissait pas par un test ou une génétique. Léa était sa fille, et rien ne pourrait changer cela. Cependant, l'hypothèse lancée par Camille ne pouvait être laissée en suspens. Il fallait des réponses claires, des preuves. « On va faire un test », dit-il enfin, la voix grave. « Un test ADN, et on saura. » Camille acquiesça sans discuter. Elle semblait soulagée que la décision soit prise. Étienne appela immédiatement Damien Roussel, lui demanda de trouver un laboratoire discret, sécurisé, capable d'analyser des échantillons en toute confidentialité. 2 jours plus tard, les prélèvements furent effectués. Un échantillon de salive de Léa, un de Camille, un d'Étienne. Le laboratoire promit des résultats dans 1 semaine. Pendant ces jours d'attente, l'atmosphère devint irréelle. Camille et Étienne continuaient à s'occuper de Léa ensemble, comme si rien n'avait changé. Mais tout dans leurs gestes trahissait une tension sourde. Ils évitaient les discussions longues, se contentaient de phrases courtes, d'échanges nécessaires. Pourtant, dans leur silence, une complicité nouvelle semblait naître, une forme de respect douloureux, mais réel. Léa, de son côté, ne remarqua rien. Elle continuait à rire, à jouer, à dessiner des maisons où les 3 vivaient ensemble, où papa, Camille, et elle formaient une unité indissoluble. Ces dessins, plus que tout, touchaient Étienne au plus profond. Peu importait ce que le test allait révéler, il n'abandonnerait jamais cet enfant, jamais. Et pourtant, une part de lui craignait le résultat. Pas pour lui, mais pour Camille. Si Léa était bien sa fille, biologiquement, cela ouvrirait une autre boîte de Pandore. Celle des droits parentaux, des jugements, des décisions juridiques. Et rien ne pourrait effacer la souffrance qu'elle avait déjà vécue en perdant un premier enfant. Étienne savait que, quelle que soit la vérité, leur vie allait basculer à nouveau, et que le prochain mot qu'ils recevraient du laboratoire aurait le pouvoir de tout redéfinir. La semaine d'attente pour les résultats du test ADN fut l'une des plus longues de la vie d'Étienne. Il avait cru jusqu'ici avoir affronté les épreuves les plus dures, la mort de son épouse, l'adaptation à la vie de père célibataire, les pressions d'un monde professionnel impitoyable. Mais rien ne l'avait préparé à cette forme d'attente, immobile et acide, où chaque heure passée à observer Camille et Léa interagir semblait chargée d'une signification nouvelle. Il observait les gestes, les intonations, les regards, et à chaque fois, un doute se glissait. Et si Camille disait vrai? Et si cet enfant, sa fille, n'était pas celle qu'il avait accueillie à la maternité 6 ans plus tôt? Camille, quant à elle, paraissait suspendue entre 2 états, l'espoir et la peur. Elle ne posait pas de questions, ne faisait aucune allusion au test, mais sa fatigue parlait pour elle. Elle passait de longues minutes à fixer le vide, à caresser les cheveux de Léa d'un geste inconscient, ou à s'éloigner dans la chambre pour s'y enfermer, prétextant une migraine. Étienne respectait son silence. Lui aussi avait besoin de recul, de digérer. Il passait ses soirées à relire les papiers de la clinique, les documents liés à la naissance de Léa. Il comparait les dates, les signatures, les tampons administratifs, cherchant un indice qu'il n'avait jamais vu auparavant. Rien ne sautait aux yeux, et pourtant, une impression dérangeante persistait, celle que tout était trop propre, trop bien aligné. Damien Roussel, fidèle à sa promesse, enquêtait en parallèle. Il retrouva des traces de l'assistante sociale que Camille avait mentionnée. Elle s'appelait Nadine Brossard. Ancienne employée d'un réseau de cliniques privées, elle avait effectivement été en poste dans l'établissement où Camille avait accouché. Les dernières informations fiables la situaient dans une petite ville proche de la frontière suisse, sous un nom différent. Elle avait quitté son emploi peu de temps après la naissance de Léa. Détail troublant, elle avait été brièvement interrogée à l'époque, dans une affaire de disparition de documents médicaux, mais aucune preuve n'avait permis d'établir une responsabilité directe. Tout avait été classé. Étienne insista pour que Damien continue à creuser. Il fallait faire vite. Il fallait des réponses avant que le résultat du test ne tombe, avant que la vérité scientifique ne vienne les frapper de plein fouet. Le jour fatidique arriva par un email crypté,
envoyé depuis le laboratoire Genevois spécialisé. Étienne le reçut dans son bureau, seul, les mains tremblantes, incapable de cliquer sur la pièce jointe immédiatement. Il fixa l'écran pendant plusieurs minutes, comme s'il pouvait repousser ce qui l'attendait. Puis il ouvrit le fichier. Le verdict s'afficha sans détour. Léa et Camille présentaient une correspondance génétique indiscutable. L'enfant qu'il élevait, celle qu'il croyait avoir vue naître, était bel et bien la fille biologique de Camille. Il relut le document 3 fois, sans comprendre comment quelque chose d'aussi précis pouvait lui faire autant de mal. Il ne ressentit pas de trahison. Camille ne lui avait rien pris, mais une fêlure intérieure, brutale, irrévocable, s'ouvrait en lui. Il pensait à cette nuit-là, 6 ans plus tôt, à la maternité, à l'infirmière qui avait pris Léa dans ses bras pour quelques examens. À cette heure floue entre 2 visites, était-ce là que l'échange avait eu lieu? Avait-il été volontaire? Était-il ciblé? Il rentra à l'appartement dans un silence de plomb. Camille le vit entrer, lut immédiatement la réponse dans ses yeux. Il n'eut pas besoin de parler. Elle comprit, elle fondit en larmes, mais pas de joie. Ce n'était pas une victoire, c'était une blessure qui s'ouvrait encore plus large, une douleur mêlée de culpabilité et d'amour. Elle tenta de s'approcher, mais il leva une main. « Donne-moi un moment », dit-il simplement. Il s'assit dans le salon, posa le dossier sur la table et fixa un point dans le vide. Léa entra, joyeuse, un dessin à la main. Elle courut vers lui, s'assit sur ses genoux, lui montra un soleil entouré de 3 bonshommes. « C'est toi, Camille et moi », dit-elle fièrement. Il la regarda, sentit la gorge se nouer. Il embrassa doucement son front, puis lui demanda d'aller ranger ses crayons. Quand elle partit, il leva les yeux vers Camille, debout à l'écart. « Je ne vais pas te mentir, c'est dur, très dur. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé, et je ne peux pas encore dire ce que je vais faire. »« Je ne te demande rien, Étienne, » répondit-elle en retenant ses sanglots. « Je ne veux pas revendiquer quoi que ce soit. Je veux juste être là pour elle, rien d'autre. Et si un juge te demandait si tu voulais récupérer la garde, si l'État t'obligeait à revendiquer ton droit ?» Elle secoua la tête. « Je refuserai. Léa est ta fille. Tu l'as aimée, protégée, éduquée. Tu as été là pour elle quand moi je ne savais même pas où elle était. Je ne pourrai jamais l'arracher à ce qu'elle connaît. Mais je veux, si tu acceptes, continuer à faire partie de sa vie, de ta vie. » Étienne resta silencieux. Il savait qu'il faudrait du temps, beaucoup, pour tout reconstruire, pour comprendre ce que cela signifiait. Mais au fond de lui, une chose ne changeait pas. Léa était sa fille. Rien ne viendrait altérer cet amour, pas même un résultat scientifique irréfutable. Il se leva, marcha lentement vers Camille, puis lui tendit la main. « Alors on va devoir apprendre à vivre avec cette vérité et à construire quelque chose de nouveau. » Pour elle. Elle accepta sa main, les yeux embués, mais remplis d'une détermination fragile. Ensemble, ils comprirent que cette vérité, aussi dévastatrice soit-elle, n'était pas une fin. Elle était un nouveau départ. Et il leur faudrait apprendre à marcher autrement, mais à 3. Les jours qui suivirent la confirmation ADN prirent une texture étrange, comme si chaque geste du quotidien portait une gravité silencieuse. Étienne et Camille vivaient dans le même appartement, s'occupaient de Léa comme avant, respectaient les horaires d'école, les repas, les histoires du soir, mais tout avait changé. Derrière la routine bien rodée, les regards échangés entre eux étaient plus pesants, plus chargés. Ils avançaient prudemment, conscients qu'un faux pas, une phrase mal placée, pouvait tout faire vaciller. Léa, quant à elle, ne percevait que le calme apparent, les sourires un peu tendus, les câlins un peu plus longs, les silences entre les 2 adultes de sa vie. Elle dessinait encore des maisons colorées avec eux 3, écrivait maladroitement leurs noms sur des feuilles qu'elle accrochait au mur de sa chambre. Dans son monde à elle, il n'y avait pas de crise, pas de conflit, juste une continuité douce et rassurante. Étienne observait cette bulle avec tendresse, mais aussi avec un sentiment d'urgence. Il savait que le monde réel, tôt ou tard, frapperait à la porte. C'est lui qui prit l'initiative du changement. Un soir, après avoir mis Léa au lit, il proposa à Camille de s'asseoir avec lui dans le salon. Il avait fait du thé, préparé des biscuits. Elle comprit tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'une simple conversation de courtoisie. « Je ne veux pas qu'on vive dans cette tension, Camille. Léa mérite mieux, et toi aussi. » Elle hocha lentement la tête, sans le quitter des yeux. « Je suis d'accord, mais je ne sais pas encore comment faire autrement. Je veux rester. Je veux continuer à l'aimer,
à l'accompagner. Mais je ne veux pas te priver de ton rôle de père. Étienne prit une gorgée de thé avant de répondre. Tu ne me prives de rien. Tu es sa mère. C'est une réalité maintenant. Et je suis son père, pas par le sang, mais par chaque minute que j'ai vécue avec elle. Et rien ne pourra m'enlever ça. Il marqua une pause, puis reprit avec lenteur. Alors j'ai pensé à une solution, un choix à faire ensemble. Pas une décision de justice, pas un arrangement dicté par un tribunal, mais un engagement moral, sincère. On l'élève tous les deux, pas chacun de son côté, pas en se battant pour elle, mais en restant unis. Une famille atypique, certes, mais une famille. Camille resta silencieuse. Elle était émue, visiblement. Il n'y avait pas de pathos dans ses yeux, seulement une immense reconnaissance. Elle ne s'était jamais attendue à cela. Elle avait craint le rejet, le conflit, l'isolement. Et au lieu de cela, Étienne lui ouvrait un espace qu'elle croyait perdu à jamais. « Tu serais prêt à vivre comme ça ?» demanda-t-elle, la voix presque inaudible. « Je vis déjà comme ça », répondit-il. « Ce n'est pas une invention. C'est juste mettre des mots sur ce que nous avons déjà construit, malgré nous. » Ils conclurent ce soir-là un accord tacite. Pas de déclaration juridique, pas d'avocat. Juste la promesse de continuer, de faire front, de rester unis autour de Léa. Et cela changea tout. Dès les jours suivants, l'ambiance dans l'appartement se transforma. Les gestes perdirent leur raideur. Les silences redevinrent des pauses, et non des murs. Léa, sans en comprendre les raisons, en ressentit les effets. Elle riait plus, posait plus de questions, réclamait plus d'histoires le soir. Étienne et Camille, de leur côté, apprirent à redéfinir leur place. Camille ne vivait plus comme une invitée ou une employée. Elle avait désormais une chambre qui ne ressemblait plus à un espace de passage. Elle participait aux décisions, aux rendez-vous scolaires, aux projets de vacances. Étienne la consultait, l'écoutait, la laissait prendre sa place sans la questionner. Un nouvel équilibre s'établissait. Damien Roussel, de son côté, poursuivait son enquête. Il n'avait pas encore retrouvé Bastien, mais il était certain que celui-ci ne pourrait pas rester éternellement dans l'ombre. Il avait lancé plusieurs alertes dans les réseaux financiers, transmis des signalements à l'étranger et promis à Étienne de le tenir informé au moindre signe de réapparition. Mais pour la première fois, Étienne n'attendait plus ce moment avec la même angoisse. Il ne vivait plus dans la peur. Il construisait. Les mois passèrent. L'année scolaire s'acheva. Léa reçut son premier diplôme de fin d'année, un parchemin décoré de dessins naïfs, où elle avait inscrit fièrement son nom de famille. Étienne et Camille étaient là côte à côte, assis sur les bancs de l'école, applaudissant avec les autres parents. Quand elle courut vers eux à la fin de la cérémonie, elle sauta d'abord dans les bras d'Étienne, puis de Camille. Elle les serra fort, puis dit très simplement « Je vous aime ». Ce fut dans cette simplicité que tout s'enracina définitivement. Il n'y avait pas de bataille juridique, pas de confrontation dramatique, pas de déclaration officielle, juste une vérité vécue, partagée, construite. Camille et Étienne n'étaient ni un couple au sens classique, ni deux parents séparés par des années d'histoire. Ils étaient deux êtres marqués par la vie, réunis autour d'un enfant qu'ils aimaient plus que tout. Un matin, assis sur le balcon de l'appartement, Étienne regardait le ciel pâle de Lyon, une tasse de café à la main. Camille s'approcha, en silence, s'assit à côté de lui. Ils restèrent là un moment, sans parler. « Tu crois qu'on aurait pu éviter tout ça ?» demanda-t-elle soudainement. « Non, répondit-il, mais je crois qu'on a su en faire quelque chose de rare. » Elle acquiesça. Il ne restait plus rien du chaos d'avant. Il y avait encore des cicatrices, bien sûr, mais elles n'étaient plus ouvertes. Elles faisaient partie de leur histoire. Et cette histoire, ils avaient choisi de l'écrire à trois.